ce qu'on se souvient peut-être ou qu'on ne se souvient pas, c'est que cette région de Charlevoix était la première, on est dans les débuts des années 90, à faire ce qu'on a appelé la route des saveurs. On a été, aujourd'hui, on parle des produits du terroir comme quelque chose qu'on a toujours eu, mais ça n'a pas été le cas. Je me souviens encore, dans ces débuts des années 90, pour avoir des choses qu'on trouve banales aujourd'hui, euh, le foie gras, l'huile d'olive, le vinaigre balsamique. Vous n'aviez pas d'huile d'olive dans le début des années 90, ok? Un poisson frais, maintenant c'est normal, ok? J'importais donc toutes les semaines une caisse qui venait d'Europe avec tous ces produits-là. Et les premières germes ont vraiment, moi du Château Frontenac, les premiers contacts se sont faits avec ces artisans producteurs à l'intérieur de cette région-là. Il y a un pionnier que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Jean Leblond, qui est installé aux Éboulements, qui s'est dit, et nous sommes dit, il y a quelque chose à faire que des carottes, des oignons et puis des navets ou des patates, ok? Et qu'on pouvait peut-être faire pousser quelque chose d'autre. De l'autre côté, il y a un gars qui avait du lait, puis il s'est dit, on peut peut-être faire du fromage. Et j'ai plein d'anecdotes. Je me souviens, le curé de la basilique de Québec, qui m'embauchait souvent les soirs de Noël pour nourrir ses ouailles après le réveillon, à cuire la dinde, puis à distribuer les 500 portions de dinde dans le sous-sol de son église, qui me dit, Jean, j'ai un frère qui essaie de faire du fromage, est-ce que tu veux le voir? Ben, j'ai dit, oui, oui, bien sûr, je veux le voir. Alors là, il y a un gars qui s'appelle Maurice qui arrive au château, puis il met une meule de fromage, puis il me dit, qu'est-ce que t'en penses? On se met à goûter le fromage, et puis il revient boire 3 mois, 6 mois plus tard. Finalement, le fromage s'est appelé le migneron. Okay. Des exemples comme ça, il y en a plein. Je vais utiliser du miel tout à l'heure. J'aime raconter cette histoire parce que les plus beaux moments que j'avais, j'en avais plein de bons moments au Château Frontenac, mais les moments les plus précieux pour moi, c'est quand un fournisseur m'appelait et qui me disait, chef, j'ai quelque chose à vous montrer. Okay. Alors on faisait un rendez-vous, puis parce que c'est important pour moi de les écouter. Et le gars arrive avec un pot de miel qu'il me pose sur la table, et puis il se met à me raconter les ruches, ses abeilles. On sait que dans une ruche, il y a à peu près 50 000 abeilles. Il en avait 200 autour de la ville de Québec. J'avais l'impression qu'il les connaissait tous individuellement, ces abeilles. Okay. Tous ces gens avaient une même ligne. Ils étaient des passionnés. La majorité d'entre eux vivent pas riches, okay, mais la passion les amenait sur un produit bien spécial. Et ça me fascinait vraiment. Nous, les cuisiniers, on a juste à prendre ces ingrédients-là, et puis un peu comme le joueur de piano, on peut jouer avec toutes les gammes, okay, et toutes les notes qui sont à notre disponibilité, mais eux, ils se concentrent sur une note. Et la note, elle est parfaite. Quand je parle de notes, c'est leur produit. Et ça, c'est fascinant. Il me parle de son miel. Il s'appelle Marc. Et après l'avoir écouté pendant 15 minutes, j'avais déjà transformé le toit du château comment dirais-je, en jardin de fines herbes. Et à chaque place que j'ai fait à travers le monde, même s'il y avait que du béton, il fallait que j'amène de la terre puis que je mette une herbe à pousser. Okay. Il y a des villes où ça ne se pouvait pas. Mais bon, mais le château avec le toit que je m'étais octroyé, je n'avais pas demandé la permission, mais je l'avais pris. Il y avait des truclettes, des arbustes, mais au moins il y avait de la terre puis de l'eau. Alors on allait avoir gagné. Cela dit, je reviens à mon miel. Il y avait un bout de jardin qui se trouvait dans un autre endroit, difficile d'accès. Fallait monter 2 échelles de fer droites. Et j'ai vécu avec une paire de sabots dans les pieds. Alors, je me disais, si tu commences à faire quelque chose là-bas, tu vas te péter la fiole. Là, c'est pas une bonne idée. Là. Okay. Finalement, je monte le gars du miel qui s'appelle Marc sur le toit. Et je dis à Marc, est-ce que tu penses qu'on peut mettre des ruches dans cet endroit-là? Et Marc ne me répond pas. Mais je l'entends penser, ce chef, il en fume du bon, ok? Ce qui n'est pas vrai, j'ai jamais fumé. Je répète ma question, j'ai dit, Marc, tu penses qu'on peut mettre des ruches là? Il me dit, vous savez qu'on est au milieu d'une ville? Et j'ai dit, oui, oui, on est au milieu du château. J'ai dit, je sais tout ça, aucun problème. Est-ce qu'on peut mettre des ruches?
Voyant que j'allais pas lâcher le morceau, il me dit, on peut essayer. Et ça, c'est devenu une aventure quelque part. Ok. L'été, le printemps qui a suivi, il me dit, OK, on va mettre 4 ruches. J'ai dit, il y a une condition à tout ça. Je veux connaître tout ta job, OK? Comment tu le fais? Comment tu leur parles à tes abeilles? Comment tu ramasses? C'est quoi une reine? C'est quoi la travailleuse? C'est quoi qu'est-ce qui bouffe? Et ainsi de suite, OK? Comment on récolte le miel? Et tout ça. On fait un deal en même temps, et puis l'aventure du miel est arrivée. Ce qui est arrivé plus tard, c'est que la deuxième saison, le temps avait été merveilleux et les abeilles adorent le soleil. Les fleurs sont là, peuvent butiner et la récolte avait été superbe. Le but, c'était pas de faire des grosses récoltes, mais c'est d'être à côté de son produit. Comme je l'avais appris avec mon grand-père. Quand ma grand-mère, elle disait, va chercher du cerfeuil dans le jardin. Je suis haut comme ça, je sais où il est le cerfeuil, puis je sais ce que c'est que le cerfeuil. Ou va chercher le basilic. Je sais où il est le basilic, ok? Puis je le sens, puis je le goûte en même temps, ok? Pour moi, d'être à côté du produit, c'est important. Et quand j'ai réalisé que j'étais autonome en miel dans une bâtisse aussi gros que le château Frontenac, avec 620 chambres, avec une production de 1500 repas environ par jour dans cet hôtel-là, et que je pouvais écrire sur mes pots le miel du toit du château, c'était merveilleux. Bien sûr, dans ce temps-là, il n'y avait aucun toit à Québec, au Québec, au Canada, je ne sais pas trop, mais qui avait des ruches sur un toit. Mais pour moi, je le faisais pour être proche de ce produit-là. Je me suis essayé après avec des poules Chanteclair. Alors les poules Chanteclair, il y a un gars un jour qui m'appelle, qui me dit, chef, vous connaissez les poules Chanteclair? J'ai dit, je ne connais pas la poule Chanteclair, mais je sens que je vais connaître la poule Chanteclair. Et il me raconte l'histoire de la poule Chanteclair qui est née avec un moine de la trappe d'Oka. Ça prend un moine. Les moines, c'est les champions du monde. Okay? On a, surtout dans les alcools d'ailleurs, je ne comprends pas. En Europe, en France en particulier, j'ai plein de noms là. On a trouvé de la bénédictine dernièrement dans le fond de, je sais pas où là, ok, dans le fond d'un bateau qui a coulé il y a 100 ans là, ok. La bénédictine, il y a des bénédictins qui faisaient là. Mais il y a plein d'alcool, plein de vins qui sont faits avec, et bien sûr, plein de fromages. On a des fromagers ici, on a juste à penser à Oka, au monastère dans l'Estrie, merci Saint-Benoît. Qui faisait quelque chose. Okay? Et donc, la poule Chanteclair est née dans les mains d'un moine de la trappe d'Oka entre 1908 et 1918. Il trouvait que ces poules qu'il avait étaient un peu chenues et qu'elles ne passaient pas toujours les hivers. Okay? Il a fait quelques mélanges, le moine, il connaissait ça, les relations entre couples, et c'est une joke. C'est une joke. Et est né donc, là, il est amoureux d'Edmond Rostand, je crois, qui avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelait Chanteclair. Et donc il a donné le nom à la poule en question. La poule avait un épais plumage et avait quelque chose de particulier. Elle n'avait pas de crête parce qu'il avait constaté que les crêtes gelaient. Ce n'était pas une bonne idée en plein hiver québécois d'avoir une crête. Alors il avait fait une sélection et les fameuses poules n'avaient pas de crête. Et pendant des décennies, cette fameuse poule a été la poule qu'on avait en arrière de la ferme, en arrière de la maison. Il y en avait 2, 3 et ça nourrissait la famille. Okay? Ça nourrissait les grosses familles qu'on avait au Québec. Bien sûr, comme dans ce bas monde, il y en a toujours un qui va plus vite que l'autre. Il y a une poule qui est devenue une meilleure pondeuse. Et la Chanteclair s'est fait tasser. Et quand le gars me raconte ça au bout du téléphone, je suis triste parce qu'on n'a pas tant de choses que ça de Québécois. On a la vache canadienne, on a le cheval canadien, on a une poule québécoise, puis elle est en train de disparaître. La première réaction que j'ai, c'est de me dire, je vais la mettre au menu. Alors, j'achète les poules québécoises et puis je la mets au menu. Bien sûr, 2 mois, 3 mois, puis au bout d'un moment, un chef, ça change le menu. Hein. Alors, le gars, il est moins pauvre, mais bon, j'ai pas réussi mon coup, là. Je suis conscient que le château a un pouvoir comment dirais-je, de communication qui est énorme. Ça, j'ai appris ça en arrivant au Québec.
ce château, c'est ça, il a ce pouvoir de transmettre l'image, de transmettre la nouvelle que vous avez, que vous pouvez avoir envie de passer. Et j'avais un banc de pierre dans le jardin. Je commençais de bonne heure le matin, et puis souvent en fin d'après-midi, quand le soleil commençait à baisser, je montais avec mon café sur mon banc de pierre, je parlais à mes herbes, personne ne me traitait de fou, c'était bien, j'étais tout seul. Puis là, je regarde dans le coin du jardin, un coin où j'avais de la misère à faire pousser quelque chose, parce que le soleil disparaissait derrière la tour du château, et il y avait très peu de soleil dans ce coin-là. Et là, j'ai un flash. J'appelle la personne qui est importante pour un chef dans une cuisine, c'est le directeur technique. Celui qui s'occupe de tout ce que vous avez autour de vous qui va lâcher. La technique, la lumière, tout ce que vous avez dans une chambre, tout ce qui est le rembourrage, la télévision, la peinture, la menuiserie, name it. Okay? Et pour un chef, pour moi, c'est le gars qui allait entretenir mes 72 réfrigérateurs dans les 5 cuisines que j'avais, les fourneaux qui doivent fonctionner 24 heures sur 24. Et ce chef technique, il était gâté au maximum. Il manquait de rien au point de vue nourriture. T'as pas un petit creux quelque part? Est-ce que tu veux une petite tranche de foie gras? Ok. Ça, c'est important. Garder cette relation très serrée avec... C'est un copain, soit dit en passant. Okay? Toujours un copain. Philippe, viens là, je suis dans le jardin, j'ai un café pour toi, je voudrais te montrer quelque chose, ok? Philippe, il monte. T'es relax, Philippe, il avait une job de fou, lui. Quand vous avez tous les corps de métier, lui puis moi, on parlait la même langue là, quand on parlait de folie, là, ok? Il s'assoit sur le banc de pierre, on boit le café, et je dis, Philippe, tu penses que tu pourrais construire un poulailler dans le coin? C'était au moment où on a refait le toit de cuivre du château. Certains s'en souviennent, on est dans les années 2000. Le toit de cuivre avait 80 ans, il commençait à se faire vieux, il était bien vert et bien oxydé, et il fallait le refaire. C'est tout un ouvrage, soit dit en passant, ok. Mais je reviendrai sur cette histoire-là, sinon on ne va pas sortir de là. Et 3 semaines plus tard, je me retrouve avec un poulailler, avec un toit de cuivre, un poulailler de luxe pour des poules de luxe. J'installe 4 chanteclers à l'intérieur, 4 ou 5, 5. 5 chanteclers à l'intérieur. Quand vous faites des trucs comme ça, il est important d'avoir une chose, d'être inconscient. Dès que vous pensez aux troubles que vous pouvez avoir, vous ne le faites pas. Parce que vous dites, ok, la MAPAC va me taper dedans. Y a quelqu'un de la MAPAC ici? Non, il faut que je sois sûr. Là. Mes poules ont été là. Puis, quelque part, le but, c'était qu'on parle des chanteclers. Qu'on dise, c'est à nous, ok, c'était le but de l'opération. Elles ne sont pas mortes, je sais ça, même que l'année d'après, que j'avais mis les poules, il y a un monsieur qui me dit, on avait dans ce temps-là Expo Québec. Pour ceux qui connaissent la ville de Québec, c'était une expo, il y avait des animaux et des concours d'animaux, il y avait plein d'autres choses, des manèges et puis de la bouffe, là. Mais ça s'adressait surtout à tous les élevages en question. Et moi, je trouve que c'est une triste perte, mais ça, c'est autre chose. Et le gars, il me dit, vous savez, chef, l'an dernier, il y avait seulement 2 chanteclers. Vous savez combien il y en avait cette année? Il y en avait 18, ok? Je ne sais pas si c'était une victoire, mais je me disais, il y en avait déjà plus, ok? Et moi, j'en avais 5, alors on était correct, ok? Et puis, elle n'est pas morte parce que je sais qu'il y en a qui élèvent les chanteclers. Je parle beaucoup, ok? Apparemment, je suis là pour faire une recette, alors. Je vous ai parlé de miel. Je vais vous parler aussi d'ail. Il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais bleu à chaque fois que j'allais faire mon épicerie pour moi personnellement, parce que dans les épiceries, on trouvait seulement de l'ail qui nous venait de Chine, qui n'était pas bon, qui était tout petit, qui valait pas la chenoute. Et je me disais, c'est pas possible. Là, ça a de l'allure maintenant, ce qu'on trouve. On a de l'ail du Québec, il y a beaucoup de monde, beaucoup de producteurs qui font de l'ail du Québec, et pour moi, c'est une chose fantastique. Et il y a environ 3 ans, moi j'avais découvert l'ail quand j'ai travaillé pendant 4-5 ans en Asie, l'ail noir, okay? Ce fameux ail noir. Il y a 3 ans, il y avait 2 producteurs d'ail noir. Okay? Il y en avait un qui part dans Mauricie, puis un
à l'île d'Orléans. Aujourd'hui, ils sont une association, ils sont autour de 60-70. Okay. Il y a 3 ans, on me disait, est-ce que c'est une mode? J'ai dit, les modes, là, c'est fait pour être démodé, mais je l'espère parce que c'est un bon produit. Moi, j'aime beaucoup l'ail noir. Okay. Alors, l'ail noir, c'est assez simple. Aucun de ces producteurs vous donneront la recette. Okay. Aucun. Ils gardent ça vraiment... il est cuit très, très doucement à une haute humidité. Okay. C'est ça le principe. Et bien sûr, pendant pas mal de temps. Et ça donne un ail. Quand vous faites cuire l'ail, l'ail devient comme sucré quelque part. Et c'est d'autant plus vrai avec l'ail noir. Alors, vous voyez, c'est noir comme ça. Je vais vous en défaire une autre. Et aujourd'hui, vous trouvez de l'ail noir dans... Moi, je sais qu'il y en a chez Métro, IGA, à côté de chez moi, à Québec. Là, vous allez pas, il n'y a pas de problème. Et j'utilise depuis pas mal d'années l'ail noir. Et je l'ai toujours utilisé avec des entrées, des plats principaux, le poisson surtout. L'ail noir, je disais, est toujours sucré. Il n'a pas besoin d'être cuit comme ça pour devenir l'ail noir. Quand vous cuisez de l'ail frais, okay, on a une vieille recette française qui est de la purée d'ail. Et le classique veut qu'on le cuise dans 7 eaux différentes. Okay. On cuit l'ail, on met de l'eau, on met l'ail, on laisse bouillonner, frémir pendant une dizaine de minutes, on le rince et on recommence 7 fois. J'ai toujours trouvé que 7 fois c'était un peu trop. Moi je m'arrête à 3, ok? On est d'accord? Que 3 fois on est correct. Et l'ail, quand vous mettez de l'ail avec votre lapin ou votre poulet dans le four, vous mettez l'ail comme ça, juste le faire rôtir, il revient, il est complètement sucré. J'adore ça, moi. J'adore vraiment l'ail, ok? Puis vous le faites à 2, comme ça personne ne se plaint, ok? Ça c'est correct. Alors je me suis dit, oui, je l'ai en entrée, je le mets en plat principal avec différents ingrédients, mais c'est clair, il faut essayer de faire du dessert avec ça. Alors j'en ai fait un dessert. Alors c'est ça que je vais vous faire. On va faire une crème glacée à l'ail noir. Et puis, je me dis, ok, seulement la crème glacée avec l'ail noir, c'est une chose, mais avec quoi tu pourrais le mettre? Alors je l'ai déjà mis avec des fruits, avec une vinaigrette au basilic. Vous allez me dire, c'est un dessert? Oui, oui, c'est un dessert. Puis c'est vraiment excellent. Mais là, je vais vous faire ça avec une poire au vin rouge. Rien de plus facile qu'une poire au vin rouge. Alors je vais commencer d'abord par cuire la poire au vin rouge. On va juste l'éplucher, puis je vais revenir après avec le sorbet. Et pour que vous puissiez goûter le sorbet, je vais le faire tourner dans mon bac ici. Laissez-moi voir où j'ai mis le conteneur. On appelle ça une sorbetière. Le principe, il est simple. Ça coûte pas cher. Ça tourne au milieu. Là, je l'ai pas branché parce que je vais le brancher un peu plus loin. C'est une vis qui tourne comme ça. Là, je tourne à l'envers. Je suis en train de finir ma recette. Mais je vais vous montrer comment on fait le fameux liquide que je suis en train de mettre dans ma sorbetière. Et pendant que je vais faire ma recette, ça va se transformer. Ça va se transformer en sorbet. Et puis, je vais pouvoir vous faire goûter ça. On met le couvercle qui est là. On a toujours 2 bacs au cas où on a besoin d'un deuxième. Et je branche ça. Environ le temps que je fasse la recette, on va être correct. Je prends mes poires, je les épluche avec un couteau. Évidemment, on peut lui donner une forme oblongue, plutôt jolie, c'est selon. Quand j'étais apprenti, on faisait les pommes de terre comme ça. Et elles devaient avoir impérativement 7 côtés. Pas 8, pas 6, 7 côtés. Ça, c'était vraiment la technique. On prend une cuillère parisienne pour aller chercher le cœur, comme ceci. Et on enlève les pépins. Ça va jusque-là? Je vais éplucher les 2 autres, parce que j'espère que vous allez pouvoir les goûter ça après. Ben, celles-là, je les ai achetées il y a 4-5 jours. Elles ont eu le temps de mûrir. La différence qui va se produire, ça va être dans la cuisson. Évidemment, si vous avez une poire qui est déjà mûre, la cuisson va être beaucoup moins longue.
Mais vous savez, des fois, vous avez, pendant la saison, des poires qui n'en finissent pas de rester dures. Puis vous vous dites, Tabarouette, c'est pas bouffable ce truc. Ça, c'est une solution que vous pouvez utiliser. Puis je me dis que des fois, on a, je sais pas si vous êtes, moi je bois pas beaucoup, mais il m'arrive d'avoir des bouteilles de vin rouge comme ça qui sont dans le coin de votre cuisine, puis que vous n'utilisez pas pour différentes raisons. Et vous dites, OK, je peux faire un coq au vin avec, mais vous pourriez faire des poires au vin rouge avec aussi, OK? Oh, celles que vous avez sur les marchés, on en a des bonnes ici, toutes les variétés quelque part. Nommez-les, là, OK? Alléluia. Ouais, celle-là. À vrai dire, moi, la poire, faut que j'y touche. Quand je vais acheter mes poires, faut que j'y touche. Puis je prends pas celle qui est parfaite non plus, OK? C'est du vin rouge. De là? Oui, oui, oui. Ça, c'est bien. Un peu de vin rouge? Bah, un peu. Non, que ça soit pas du vinaigre. Mais si vous avez un pétrus, appelez-moi, je boirai le pétrus, puis je vous apporterai la bouteille de rouge pour faire les poires, OK? Là, je voulais des bâtons de cannelle et puis j'avais pas sous la main. Dans des fins de semaine comme ça, on est un peu partout, OK? Et on a commencé hier pour ceux qui étaient là. Et je mets un peu de noix de muscade et puis du poivre concassé. Je l'avais déjà dans mon poivrier. De la cannelle, de la muscade, un peu de sucre. Et puis, je mets ça à cuire. On est parti. Je range mon chantier. Voilà. Et là, je vais faire, pendant que les poires cuisent, je vais faire donc ma crème glacée à l'ail noir. L'appareil que je vais vous faire là, c'est ce que j'ai mis dans la sorbetière. OK, oui. Alors j'épluche mon ail noir. Ça s'épluche assez facilement. Celle-ci, je la prends à l'île d'Orléans. Vous allez trouver ça dans toutes les épiceries que vous allez fréquenter. Puis s'il y en a à Québec, les gens de Montréal, vous allez trouver ça chez vous aussi. À Baie-Saint-Paul, je pense, le IGA qui est là, je pense qu'ils doivent en avoir. Ils en ont, oui, merci. Ils en ont. Là, je mets un peu de lait pour faire la purée, OK? Vous avez bien checké, hein, je vois ça. On peut prendre son couteau pour voir où est rendue la cuisson. Puis là, mes poires étaient assez molles pour être cuits rapidement. Généralement, on va les mettre au réfrigérateur, comme je vais en faire un dessert, pour pouvoir les refroidir. Je vais rajouter un peu de sucre, parce que je veux rendre la réduction légèrement sirupeuse. Comme vous voyez, un cuisinier, ça pèse, ok, tout ce qu'il fait. Soit dit en passant, il y a une chose que vous devez faire que vous devez peser, c'est vraiment la pâtisserie. Okay? Ça, c'est impératif. Quand vous travaillez dans la pâtisserie, c'est vraiment de la pure chimie, la pâtisserie. Là, okay? C'est exact. Okay? Le cuisinier, il fait des desserts de cuisinier. On est d'accord avec ça? Et
C'est les meilleurs. Il y a un cuisinier qui est là que je connais bien. Vous connaissez Monsieur Lalou? Enchanté de vous avoir, vraiment. Il fait de la musique aussi, c'est pour ça qu'il est dans le coin. Ouais, vous aviez longtemps votre restaurant à Montréal. Si vous m'avez encore suivi, ça c'est l'ail noir qui est là. Oui, j'ai mis un peu de lait parce que je veux mettre une purée, ok? Je veux transformer ça en purée. J'ai un pied mélangeur et on va mettre pour environ 3/4 de litre. Pour 1 litre, je mets environ 9 jaunes. Là, j'ai 3/4 de litre, je vais en mettre 6. 6 jaunes. Hier, je commence toujours le festival à inviter comment dirais-je, les enfants de l'école de Baie-Saint-Paul et je leur fais une démonstration de cuisine. Ok. Alors l'an dernier, j'ai fait une mousse au chocolat. La première année, ouais, j'ai oublié. Puis là, cette année, je leur ai fait la crème glacée au chocolat. C'était le thème finalement. Et alors il y en a de tous les âges, j'en avais une centaine. Puis là, il y avait un petit garçon qui avait 5 ans, qui est là, puis qui avait des yeux, il ratait rien. J'ai dit, viens, je vais t'apprendre à séparer un jaune d'un blanc. Ok. Là, c'était le silence, là. Il n'y avait aucun enfant. Alors, j'avais montré comment faire pour séparer le jaune du blanc. Ok. Puis il était tellement discipliné, là. Je voyais qu'il voulait réussir. Et je souhaitais tellement qu'il réussisse juste pour qu'il ferme la boîte des plus grands qui était en arrière, là. Ok. Je voulais tellement qu'il réussisse. Il a vraiment réussi. Il y avait un peu de jaune dans les blancs, mais le reste de la gang ne l'ont pas vu. Ok. Et j'étais tellement content de ça. Et je me dis que de transmettre le savoir à des jeunes comme ça, pour moi, c'est absolument merveilleux. Puis je me dis qu'un jour, ils vont comprendre qu'ils ont plein de bons produits autour d'eux, puis qu'ils auront juste à se nourrir de ce qui pousse, de ce qui est élevé, puis ils vont être corrects. Okay? On pourrait faire de la meringue avec ça, des gâteaux qui demandent des blancs d'œufs, et puis, mais vous jetez pas, jamais jeter. Je mets un peu de miel. J'ai essayé cette recette avec du sucre, ok, parce que le classique veut qu'on fasse blanchir le sucre avec les jaunes. Blanchir, c'est dissoudre l'ingrédient sucré avec les jaunes. Puis je me suis aperçu qu'en mettant un peu de miel, à vrai dire, je mets à peu près moitié-moitié, ça fait vraiment une bonne job. J'ai une maison à Baie-Saint-Paul, puis j'ai une ruche sur le toit. C'est pas celle que j'avais au château. Marc, il m'a dit, tiens, ça c'est un cadeau pour ton départ. Là. Il m'a donné une ruche. Alors j'ai le ruche sur le toit, ici à Baie-Saint-Paul. Alors ça, c'est... celui-là, il ne vient pas de ma ruche, soit dit en passant. Okay. Mais j'ai du miel de chez moi. Et je vais blanchir. Alors, je ne sais pas si on l'aperçoit, mais c'était très jaune au début. Et puis, on dit blanchir parce que ça devient un peu plus blanc. Le fait est que ce qu'on cherche, c'est de dissoudre le sucre à l'intérieur. J'ai fait chauffer mon lait. Je le mets à l'intérieur de ça. Alors, ça va être noir, hein. Je remets dans ma casserole. Et je remets sur le feu. Ça ne ressemble pas au fourneau que j'ai au château, mais ça fait la job.
Et on va cuire la fameuse crème. Ce qu'on recherche, c'est, on dit dans notre jargon, cuire à la nappe. Cuire à la nappe, ça veut dire que quand je vais sortir ma spatule, je vais pouvoir faire passer mon doigt ici et la nappe fait en sorte que l'épaisseur va pas rejoindre le liquide en question. Je me suis bien expliqué, elle va être assez épaisse pour que ça ne se rejoigne pas. Okay? Alors, il faut être très prudent, évidemment, parce que si vous la cuisez de trop, vous avez des jaunes d'œufs et ça fait comme des œufs brouillés dans votre patente. Là, okay? Ça, c'est pas terrible. Mais il y a peut-être une solution quand vous avez des œufs brouillés, prenez votre pied mélangeur, puis vous allez arriver à résoudre votre problème. Okay? Quand vous êtes habitué, vous voyez, en général, la mousse qui est dessus disparaît. On remet ça dans son bol. On va le laisser refroidir. Une fois qu'il est refroidi, on va le remettre au réfrigérateur. Et là, vous avez compris le principe. C'est ce que j'ai fait dès le début. Je vais mettre à l'intérieur de mon bol qui est gelé et je mettrai ça dans la sorbetière. Est-ce que je me suis bien expliqué? Il nous restera à présenter tout ça. Alors on va dire que ça c'est froid. D'habitude à la télévision, on sort ça du réfrigérateur, puis la recette a été faite. Généralement ça a été réduit, puis hop, vous sortez ça, puis vous avez l'air intelligent alors que vous ne l'êtes pas. On met ça dans le machin et on met ça dans la sorbetière. Par la suite, il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut mettre la poire entière ou on peut la trancher. Vous avez ça? Évidemment, vous n'en mettez pas 2 poires. En général, une demi-poire, ça suffit. Je vais voir où en est mon sorbet. Je ne l'ai pas fait exprès, mais ça tombe à point. Et vous avez vu, ça a pris quoi? Une demi-heure? Je ne sais pas. Alors, c'est très noir. Ce qu'on fait, vous savez, ce que font les chefs généralement, c'est ils font des quenelles. Ils prennent 2 cuillères comme ceci, et puis ils rentrent la cuillère comme ça. Okay? Et puis, ils vont mettre ça à l'intérieur de... Évidemment, on pourrait mettre des décorations à l'intérieur de ça. Pourquoi pas refaire une petite tranche d'ail noir. J'ai poussé cette assiette-là avec, tiens, mon ami Maurice Dufour, il a le bleu de Charlevoix, pas taf. Alors, un pâtissier dirait, mais c'est plus un dessert. Oui, c'est un dessert, ok. C'est vraiment fabuleux. Alors, si vous êtes sage, vous allez goûter tout ça. Et ce que je ne vous ai pas fait, c'est que ma réduction, elle est encore chaude. On comprend qu'elle va avoir ce côté sirupeux. Là, elle est chaude, alors c'est moins sirupeux, mais on va utiliser donc ce côté sirupeux pour mettre dessus comme ça. On comprend le principe, ok? Il faut que ça soit froid. En refroidissant, ça va devenir beaucoup plus épais. Ok? Merci d'avoir été là. Passez une bonne fin de semaine et à bientôt.